Nicolas Bouvier, dans quelles circonstances avez-vous commencé à faire de la photo? Oh, c'est un peu par hasard et c'est d'ailleurs lié au fait du voyage. J'ai fait un voyage assez long avec un peintre et sans doute que la compagnie de ce peintre m'a sensibilisé l'œil. Ça, c'est une chose certaine, mais à ce moment-là, je ne me souciais pas du tout de photographie, je me souciais d'écrire. Puis au terme de ce voyage, enfin une année plus tard, je suis arrivé au Japon avec de très petits moyens. Et là, j'ai commencé à me débrouiller, me défendre en vendant du texte à des magazines japonais. Mais enfin, je rédige très lentement. Ça me prenait des nuits entières et je laissais la moitié de ma pige à un malheureux traducteur qui devait évidemment faire un énorme effort pour traduire ce texte. Il y a très peu de traducteurs qui pouvaient partir du français. Et puis, j'avais quelques photos que j'avais fait pendant ces 3 ans de voyage, mais qui étaient chaque fois des coups de chance, des aubaines, des dons du ciel. Il y en a certaines qui étaient pas mal. Et un grand magazine de Tokyo les a prises pour accompagner une sorte de récit que j'avais fait sur mon voyage. Et là, je me suis rendu compte que les photos n'avaient pas besoin de traducteur. C'était des piges qui, pour moi, restaient nettes. Et je me suis mis à apprendre la photo, aidé par des photographes japonais qui étaient d'ailleurs eux-mêmes des gens très, très faméliques, n'est-ce pas? C'était les tout débuts du miracle économique. Mon premier prof de photo c'était un ingénieur électronicien qui s'appelait Shoji Sonobe, qui était reconverti en barman. Et je me souviens très bien que j'ai développé mes premiers films dans son bar, dans des shakers. Enfin, c'était vraiment encore le système dès la débrouille. Mais ces photographes japonais ont été très gentils et malgré le fait que je représentais une concurrence potentielle, ils m'ont un peu mis le métier dans les mains. Et surtout, ils m'ont présenté à des magazines qui s'intéressaient assez à la façon dont un occidental comme moi pourrait voir le Japon. Il faut dire qu'à l'époque, c'était un 55, il y avait extrêmement peu de hippies de mon genre qui arrivaient jusque-là. Enfin, les quelques vagabonds de mon espèce que j'avais rencontrés, c'était en général enlisés dans les sables de l'Inde du Sud et n'étaient pas allés au-delà. J'avais donc au fond un terrain assez dégagé devant moi. Et puis alors je me suis mis à photographier passablement dans le petit quartier de la banlieue nord où je vivais, où les gens me témoignaient beaucoup de gentillesse. Et je suis un petit peu devenu le photographe de quartier. Je faisais les gosses avant qu'on leur coupe les cheveux. On leur rase toujours la tête pour éviter la bourbouille, n'est-ce pas, quand les grandes chaleurs viennent. Je faisais des portraits pour des filles qui voulaient se fiancer, des portraits qu'elles donnaient à leur intermédiaire, le nakodo, pour qu'on les présente à un parti éventuel. Enfin, ça a commencé d'une façon tout à fait rustique. Et puis, j'ai eu ensuite une très très mauvaise période. Financièrement, c'est les mois chauds de l'été où on ne travaille presque plus à Tokyo. Les magazines et les journaux ont préparé leurs numéros d'avance. Et là, j'ai eu un passage véritablement famélique. Et je gardais les quelques sous que j'avais chaque jour pour une chemise propre et manger un peu. Et si bien que j'ai renoncé à faire en tram le trajet que je faisais fréquemment, qui était un très long trajet pour aller chercher mon courrier à l'ambassade de Suisse. Et j'y suis allé à pied. Ça représentait 6 ou 7 kilomètres sous une chaleur absolument torride, mais par un très joli parcours. Et là, un soir, enfin, je me hâtais parce que j'avais peur d'arriver après la fermeture de l'ambassade. Je passe devant un long mur devant lequel j'avais passé en tram sans doute des centaines de fois sans m'en apercevoir. Je m'assieds sur une poubelle parce que j'étais mort de fatigue. Et puis en relevant les yeux, je vois que ce mur est tout à fait extraordinaire. C'était un mur qui soutenait une terrasse, un mur de 7 ou 8 mètres de haut, qui avait été complètement festonné euh, par des concrétions calcaires. Pas, les ruissellements d'eau avaient dessiné ce mur absolument comme un rideau de théâtre. Et par un coup de chance incroyable, devant cette espèce de décor, le théâtre était un peu surélevé. Ça formait comme une espèce de scène. Moi, je n'en croyais pas à mes yeux. Je me suis dit, mais les gens qui passent là-devant ont absolument l'air de caractère sorti d'un espèce de petit théâtre du monde. Et de l'autre côté de la rue, bon, il y avait la voie du tram, et puis il y avait un énorme monceau d'ordures dans lequel travaillait une poignée de chiffonniers coréens. Les Coréens étaient un peu au Japon le sous-prolétariat, pas qu'on a importé au moment de la colonisation coréenne. J'ai d'ailleurs profité de leur travail parce que dans ces ordures, ils trouvaient ici et là une excellente tomate. Et moi, je n'avais vraiment pas de quoi bouffer. Alors, je me suis aussitôt mis en tête de me fabriquer avec ce mur un petit théâtre. J'ai vendu mes derniers livres au bouquiniste de Kanda et avec ça, j'ai acheté au marché noir du film. Je l'ai acheté très bon marché parce qu'il était tombé dans la mer. Il avait un peu souffert d'ailleurs de la mésaventure et ça lui donnait un grain énorme. Mais enfin, en l'occurrence, ça ne gênait pas du tout. Et puis au bout de 10 jours, j'avais une collection de personnages qui était tout à fait, que je trouvais tout à fait amusant parce que ce mur agissait un peu comme une caisse de résonance, ça les transformait en personnages de comédie. Et je suis allé, comme mieux vaut parler à Dieu qu'à ses saints, je suis allé alors tout de suite trouver le plus grand magazine de Tokyo avec ses photos.
j'ai été reçu par deux jeunes gens très courtois qui étaient un peu là pour mettre à la porte les importants de mon espèce. Et puis, ils n'ont pas voulu croire qu'il s'agissait d'un mur de Tokyo, c'est-à-dire dans un quartier assez résidentiel. Ils sont allés chercher deux collègues un peu plus âgés. On était quatre, on est monté d'un étage. On a fini au sixième étage avec toute la rédaction. J'étais devant une quinzaine de Japonais incrédules qui m'ont dit, mais c'est un happening, c'est un truc organisé, vous l'avez monté vous-même, ça n'est pas à Kazumicho. Alors j'ai dit, bon, bah, allons voir. On s'est embarqué dans deux taxis et ils se sont convaincus sur place de la véracité de mon dire. Et puis, cette série, ils me l'ont très très bien acheté. Ça m'a pratiquement payé le bateau du retour quelques mois plus tard. Et puis, ça m'a aussi mis en selle avec d'autres magazines. Et l'un d'eux m'a demandé une chose, enfin, une petite entreprise qui était assez amusante, c'était de suivre à pied et de faire à pied l'ancienne route impériale, la Tokaido, qui relie Tokyo à Kyoto. Cette route comportait 53 gîtes d'étapes et Hiroshige l'a suivi et pour chaque étape, il avait fait une estampe. Alors, ces Japonais voulaient qu'un Occidental essaye de trouver une correspondance photographique. Alors bon, cette correspondance était d'ailleurs très difficile à trouver parce que très souvent Hiroshige met des collines où il n'y en a pas. Enfin, il ne se sent pas du tout astreint à respecter la vérité topographique. Mais ça m'a donné le goût des petits chemins et d'un Japon campagnard auquel par la suite je me suis énormément attaché. Et